Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par YouLearn. Alors, je vais juste vous réexpliquer rapidement ce qu'est YouLearn. YouLearn est une plateforme qui existe sous forme d'application mobile ou que vous pouvez trouver sur Internet. Le cœur de métier ou la vision principale de YouLearn est de démocratiser, de faciliter le partage d'expériences. Alors, je m'exprime de manière un petit peu plus concrète. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est faciliter la montée en compétences des uns et des autres, de tout un chacun, grâce aux bénéfices des acquis de l'expérience d'autrui. Je donne un exemple. Moi qui suis dans la partie marketing et développement durable, j'ai beaucoup travaillé pour des entreprises qui sont dans les métiers du service. Mais si un jour j'entre dans une structure qui est comme un Total ou autre acteur du même service, je pourrais avoir besoin d'expérience et de l'expertise de quelqu'un qui a déjà travaillé sur ces enjeux-là pour des entreprises pétrolières. Et du coup, grâce à YouLearn, grâce à notre manière de voir les choses, eh bien, je pourrais facilement être mise en relation, mise en lien avec quelqu'un qui a déjà cette expérience-là et qui va pouvoir me faire gagner beaucoup de temps parce qu'elle va me donner ses facteurs clés de succès. Elle va pouvoir me partager ses conseils. Donc ça, c'est vraiment un de nos cœurs de métier, démocratiser, favoriser le partage d'expériences pour permettre aux uns et aux autres de gagner du temps et d'être le plus épanoui possible dans leur projet professionnel, que ce soit salarié ou entrepreneurial. L'autre point, forcément, c'est la partie atelier. On va permettre de pouvoir monter en compétences sur des domaines clés comme la gestion comptable, les finances, le marketing, la communication, les stratégies web, etc. Donc ça, c'est YouLearn. Ce que je tenais aussi à vous dire, et je le mettrai peut-être en commentaire plus loin, c'est que donc l'application YouLearn existe déjà depuis près de 2 ans. Et nous sommes en train de finaliser la nouvelle version de l'application qui sera disponible bientôt au test. Donc, au mois de septembre, normalement, elle devrait être disponible. Et du coup, dans cette phase-là, on est en train de regrouper autour de nous un maximum de référents pour pouvoir être présents sur l'application, pouvoir partager leur expérience auprès du plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas encore à me poser des questions après si vous en avez. On a vraiment cette ambition-là de rendre la compétence de qualité, des compétences clés, accessibles à tous, partout dans le monde, grâce à la force du digital et puis grâce à la puissance des expériences des uns et des autres. Voilà, donc votre expertise, quel qu'en soit le niveau où vous en êtes, mais ce qui vous passionne, ce qui est votre expertise, peut forcément être utile pour quelqu'un d'autre. C'est dans cette vision-là qu'on s'inscrit. Donc voilà pour YouLearn. Et ensuite, Green Africa, qu'est-ce que c'est? Alors, on a voulu mettre en place cette émission en capsule pas trop longue, voilà, 45 minutes, 1 heure maximum, où on voulait mettre en lumière les initiatives qui se déroulent, que ce soit dans le monde et puis avec un petit coup de cœur quand même pour le continent africain, des initiatives qui sont dans une valeur d'impact positif pour l'environnement et pour les personnes. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on accueille aujourd'hui Naomi Fagla-Médégant, qui est à Porte Novo en ce moment et qui va se présenter, mieux que moi je pourrais le faire. Donc, bonjour Naomi. Donc, Naomi Fagla-Médégant, je suis entrepreneuse sociale. J'ai fondé une association qui s'appelle Bobeto, qui veut dire ramasseur d'ordures en langue locale, le fond et le goût ici au Bénin. Et mon but, c'est de participer au développement inclusif et durable des alentours de Porto Novo, en liant à chaque fois l'aspect environnemental, l'aspect social et l'aspect économique. Donc, pour représenter un peu plus à propos de moi, j'ai pensé aux 2 objets que tu voulais que j'apporte. Donc, le premier objet, c'est un livre. Ça aurait pu être n'importe quel livre, juste un livre. Pourquoi un livre? Quand j'étais petite, je lisais beaucoup et je rêvais beaucoup de partir ailleurs pour voir le monde, pour m'inspirer, pour connaître autre chose. Et au final, aujourd'hui, mon objet pour aujourd'hui, c'est mon passeport. C'est quelque chose que j'ai réalisé. Et en fait, je pense que j'aurais jamais cru qu'un jour, je partirais vivre à l'étranger, développer un beau projet qui correspond à mes valeurs et avec lequel je sens que j'ai un impact sur les gens qui m'entourent et l'environnement. Je ne sais pas si tu veux que je rentre déjà
dans la présentation de l'association dès maintenant? Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est le fil conducteur en fait. Comment cette petite fille qui lit beaucoup et qui aujourd'hui voilà, arrive à s'identifier aussi par à son passeport parce qu'elle voyage beaucoup, comment elle en arrive à monter ce projet-là, comment elle en arrive à décider de… Tu as vécu beaucoup en France, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Comment elle arrive à se dire, bon, bah, je vais m'installer au Bénin, je vais monter ce projet, comment… C'est quoi le cheminement? Alors, déjà, il faut savoir que moi, ma mère est colombienne, mon père est franco-béninois, donc j'ai toujours eu une grande ouverture culturelle et j'ai toujours eu de la famille entre 3 continents. Donc pour moi, ça faisait pas sens de me dire je vais passer toute ma vie dans un seul pays ou dans un seul continent. Je voulais déjà partir quand j'étais plus jeune. Après, pourquoi le Bénin plus que la Colombie? C'est parce que mon père m'a emmenée quand j'étais plus jeune, il y a une dizaine d'années. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la culture parce que c'est quelque chose qui diffère totalement de la culture occidentale. Enfin, c'est totalement nouveau. Mais c'est aussi là que j'ai pu me rendre compte que j'étais relativement privilégiée, en fait, même par rapport à mes cousins. Je veux dire, j'ai eu une bonne éducation, pas de problème financier. Je me suis dit, peut-être que moi, justement, avec l'éducation que j'ai eue, avec l'ouverture sur le monde que j'ai eue, les idées que je suis allée chercher à droite et à gauche, peut-être que j'ai une valeur ajoutée si je reviens au Bénin faire quelque chose. Bon, en toute modestie, l'idée, c'est pas de dire j'ai la science infuse et je vais apporter un truc et je vais révolutionner le Bénin. Non, c'est peut-être qu'avec mon profil, je peux apporter quelque chose en construisant avec les gens ici. En fait. Ok, super. Et du coup, alors c'est quoi ce projet concrètement? Là, du coup, on entre… Alors, donc comme je disais, notre objectif, c'est de favoriser le développement local, inclusif et durable. Et je suis partie sur l'axe déchets. Pourquoi? Parce que les déchets, c'est une très grande problématique urbaine, mais ça peut aussi être une ressource qui est relativement inexploitée. Oui. Donc, si on prend le cas de Porto Novo, on a des milliers de tonnes de déchets qui sont produits tous les ans et pour l'instant, les solutions de valorisation et même de collecte sont embryonnaires. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et du coup, le but de l'association, c'est de monter une série de filières de valorisation qui a à la fois un impact environnemental, social et économique. Okay. Social, pourquoi? Parce que l'idée, c'est de valoriser ces déchets en quelque chose qui va avoir un intérêt pour la population. Par exemple, notre projet Énergie Verte, le but, c'est de faire des briquettes de biomasse à partir de résidus de déchets verts ou de résidus agricoles pour tenter de remplacer, en tout cas d'offrir une alternative au charbon de bois. Après, économique, pourquoi? L'idée, c'est que les déchets, pour nous, c'est une ressource. Donc, tant que possible, on les rachète. Par exemple, on a une filière de rachat des déchets plastiques. Et là, le but, c'est de les racheter à un prix juste à des petits collecteurs qui n'ont pas grand-chose d'autre pour vivre. Ouais. Okay. L'aspect social, c'est quoi? C'est évidemment le fait qu'en faisant ça, on améliore aussi les conditions de vie et aussi l'environnement immédiat des gens puisqu'il y a moins de déchets qui sont dans l'environnement. Donc voilà, monter des filières de valorisation, ça suppose qu'il y a une activité économique de transformation, il y a des activités de sensibilisation pour montrer aux gens comment on trie, pourquoi c'est important, et beaucoup d'activités sociales ou d'accompagnement des publics très précaires qui sont justement dans la filière déchets, qui parfois l'étaient avant nous de manière informelle, mais qu'on essaye d'accompagner pour améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. D'accord, ok. Alors, j'entends plusieurs choses. Hein. J'entends sur le volet social, donc on propose une structure qui permet aux personnes qui étaient dans des métiers, enfin, ça n'a pas le même fonctionnement qu'ici, hein, ce qu'on pourrait appeler ici des éboueurs. Là-bas, ça n'a pas du tout le même fonctionnement. Est-ce que tu peux juste nous remettre le doigt sur les particularités entre l'idée qu'on peut s'en faire dans un pays occidental et ce que c'est réellement sur le terrain là-bas au Bénin? Merci. Oui. Alors, juste pour répondre à la question de Christophe, Bobeto, ça veut dire ramasseur d'ordures. Donc, c'était un choix, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'on travaille avec beaucoup de gens qui ne parlent pas français
Et quand on leur dit bonjour, nous sommes l'association Bobeto, ils disent ah d'accord, donc vous êtes dans les ordures. Et ça parle tout de suite en fait. Pourquoi une association plutôt qu'une entreprise? Parce que pour moi, bon ça c'est ma position voilà, politique intime, une association, enfin une entreprise, il y a une partie de la valeur ajoutée qui a accaparé pour des intérêts privés. Moi, le but, c'est que si le modèle est à l'équilibre, parce que le but, c'est bien que le modèle soit à l'équilibre et même excédentaire, c'est que les bénéfices puissent être réinvestis pour générer plus d'impact social. Donc, je ne veux pas qu'il y ait une distribution des bénéfices entre les fondateurs du projet, en fait. Donc, c'est pour ça le choix de l'association. Donc, pour refaire le point sur comment ça fonctionne ici, donc on est dans une période où les choses sont en train d'évoluer. Mais à la base, ça fonctionnait comment? C'est-à-dire que les ménages sont libres de s'abonner à des structures, ce qu'on appelle des structures de pré-collecte, qui viennent ramasser leurs déchets au porte-à-porte. Donc, ces structures, elles ont des petits tricycles, une équipe de charretiers, et les gens mettent ça un peu comme ils veulent, dans des paniers, dans des bacs, et c'est ramassé pour, voilà, pour être emmené dans les dépotoirs. Maintenant, jusqu'à présent, il y a pratiquement, enfin, il y a que des dépotoirs sauvages dans la ville. C'est en train de changer, mais ça arrive doucement. Quoi d'autre? Ces charretiers, ils sont souvent exploités par leur patron. C'est-à-dire que souvent, ils ne sont même pas payés le salaire minimum légal pour des heures de travail où c'est parfois 10 heures dans la journée. Et ils n'ont aucun équipement de protection du genre gants, ce genre de choses qui permettent de préserver leur santé. Du coup, là, en ce moment, il y a une réforme avec une nouvelle société étatique qui s'est créée, qui veut systématiser la collecte à l'ensemble des ménages. Donc, ça ne sera plus optionnel, ça sera obligatoire. Mais le principe, a priori, c'est que ce sera financé sur les factures d'eau, d'électricité, etc. Il n'y aura pas de paiement direct aux structures. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont sélectionné, cette société a sélectionné des structures qui, cette fois, sont agréées et qui, du coup, vont être professionnalisées pour sortir de la logique d'informalité. Ce qui va prendre, à mon avis, beaucoup de temps parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces structures. Certains patrons, par exemple, ne parlent pas très bien français. Ils n'ont pas une très bonne connaissance du cadre juridique et légal. Donc, voilà, c'est en marche, mais ça va prendre plusieurs années, je pense. Ok, d'accord. Mais du coup, ces structures dont l'objectif, c'est de sortir du secteur informel pour entrer dans quelque chose de formalisé, est-ce qu'on accompagne les personnes qui étaient déjà dans le... C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de recruter des nouvelles personnes, mais déjà de travailler avec celles qui sont déjà là. C'est juste qu'on va pouvoir leur donner un vrai statut, un vrai statut juridique, quoi. C'est ça? Voilà, ça, c'est ce que fait la société. Après, nous, ce qu'on veut, c'est être en complémentarité. C'est-à-dire que, par exemple, on va accompagner ces structures pour mettre en place des solutions de tri à la source, au moins séparer les déchets plastiques de l'organique, pouvoir les récupérer, pouvoir mettre en place un système de pesée où tous les mois, la structure nous envoie sa facture pour savoir voilà, combien ils nous ont apporté, et un système où, en fait, on va, entre guillemets, obliger les structures à reverser un pourcentage de ces apports de plastique directement à leur charretier, un peu comme une prime de performance. Voilà. Et nous, là, on est en train de travailler aussi sur la mise en place d'une solution d'épargne pour ces charretiers. Parce que ces charretiers, évidemment, n'ont pas de mutuelle santé, de quoi que ce soit. Donc, au moins, ils puissent cotiser un peu et qu'on puisse prendre en charge certains frais de santé ou des choses comme ça qui, pour l'instant, ils n'ont aucun filet de sécurité. En fait. Donc, voilà, donc, on n'est pas là pour remplacer ce que fait le gouvernement. On est là pour essayer d'apporter et de construire des solutions complémentaires, notamment sur la valorisation, puisque pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'activité de valorisation formalisée. Et ça prendra également du temps, puisque parfois, on n'a pas la bonne solution. Par exemple, sur les types de plastique, on parle de plastique, c'est une catégorie globale, mais il y a plein de types de plastique différents. Ils ne peuvent pas tous se recycler ensemble, pas tous de la même manière. Donc, c'est un vaste chantier. Ok.
On va rentrer dans le vif, effectivement, de la partie valorisation des déchets plastiques et des biodéchets ensuite, parce que ça fait partie, c'est vraiment le cœur aussi de notre message. Mais je pose la question à tous ceux qui sont en train de nous suivre. S'il y a des choses que vous avez besoin qu'elles soient précisées pour que vous ayez tous les éléments de compréhension, n'hésitez pas. Je reviens un peu sur la question que Stéphane avait posée un peu plus haut en disant pourquoi une association plutôt qu'une entreprise? Est-ce que toi, objectivement, tu penses qu'aujourd'hui, une entreprise peut se lancer sur ce type de questions-là dans le contexte dans lequel tu es? C'est-à-dire qu'une entreprise qui a une problématique de rentabilité assez rapide, ce n'est pas juste une question d'équilibre, mais bien plus que de l'équilibre. C'est une question d'imposition qui est sans doute pas la même que quand on est une association. Est-ce que, en ayant toi déjà fait ces quelques années et en voyant comment toi tu prends une thématique globale qui est jusqu'à dire, ce sont pas mes salariés, ces collecteurs, mais par contre leur bien-être social, je ne suis pas en train de rentrer dans plus que la partie travail, mais socialement parlant, qui soit dans un cadre j'allais dire égalitaire, mais en tout cas sécurisé, t'importe. Est-ce qu'une entreprise peut aller jusqu'à ce niveau-là, à ton avis? Enfin, pour toi. Ça a été fait dans d'autres pays. Je pense au Togo, je pense au Nigeria. Mais justement, pour moi, je trouve que c'est des contextes un peu différents où on a des tonnes de déchets plastiques. Nous, déjà, pour remettre ça en perspective, on est à Porto Novo. Porto Novo, c'est pas Cotonou. Non, c'est ça. Il y a beaucoup moins de monde et du coup, il y a pas forcément, on n'est pas encore forcément atteint le niveau de collecte qu'il nous faudrait pour autofinancer tout ce qu'on devrait faire. Okay. Donc, on a besoin de subventions pour compléter notre budget. Okay. Après, je pense que tout est une question d'échelle. Si vous arrivez à faire les choses à grande échelle, à vous approvisionner suffisamment, à avoir des acheteurs derrière aussi suffisamment nombreux pour vous racheter votre marchandise, oui, je pense que ça doit pouvoir être faisable. Mais c'est sûr que nous aussi, voilà, en tant qu'association, pour l'instant, on paye des impôts quand même. Oui, et on paye des impôts sur les salaires. Je pense que si on devait payer des impôts en plus sur autre chose, ça serait compliqué, quoi. Oui, ça serait compliqué. Okay. C'est sûr. Super, merci pour les éléments. Alors du coup, on entre dans le vif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peuvent décider. Christophe Richard, j'ai peut-être pas bien compris c'était une remarque en disant des entrepreneurs, des entreprises peuvent décider de réinvestir tous leurs bénéfices. Ils ne sont pas obligés de le partager, effectivement, c'est vrai. Super, merci pour la remarque. Alors, autre point, là on entre du coup dans le vif. Tu disais qu'il y a différents types de plastique. Vous, c'est quel type de plastique qui vous intéresse et qu'est-ce que vous en faites après? Qu'est-ce qui devient? Donc, c'est un plastique qui est collecté, qui ne va pas repartir en tant que déchet, mais il devient quoi après? Oui, alors nous, en fait, on est parti d'une analyse de quels sont les débouchés qu'on peut avoir à proximité sur le continent. Donc, il y a du débouché, pour l'instant, il y a du débouché pour le polyéthylène haute densité, PEHD, et le polypropylène. Donc, c'est une grande partie des objets du quotidien, que ce soit les bouteilles de shampoing, les vieilles bassines cassées, des choses comme ça, en fait, dont on trouve beaucoup, qui représentent en poids une partie importante. C'est-à-dire que si je regarde les statistiques de Cotonou, j'ai pas beaucoup pour Porto Novo, mais pour Cotonou, on sait que le PEHD et le PP, ça représente entre 60 et 80% des déchets plastiques produits. Ah, super. Okay. Voilà. Par exemple, les bouteilles d'eau, c'est du PET, c'est pas quelque chose qu'on recycle pour le moment. Okay. Donc, nous, quand ça arrive chez nous, en fait, c'est trié. C'est-à-dire qu'on a eu aussi on a recruté des personnes assez précaires qu'on a formées justement pour différencier le PE et le PP, puisque les deux ne doivent pas être traités ensemble. Ça doit être fait séparément. Donc, c'est lavé, c'est broyé et c'est en sachet. Et c'est envoyé à des entreprises, des professionnels du recyclage qui en refont des produits derrière. Maintenant, nous, notre idée à plus long terme, c'est d'arriver à proposer une solution de valorisation 100% locale, c'est-à-dire refaire des produits localement. Mais pour l'instant, comme c'est le démarrage, déjà, il faut assurer la croissance et le développement
de l'association avant de commencer à investir dans des solutions de valorisation complète, quoi. Sur place, ok. Voilà. Alors, juste, du coup, si j'ai bien compris, donc, vous travaillez que sur la partie Porte Novo. Est-ce que Cotonou, il y a déjà quelqu'un qui est dessus? Comment, puisque finalement, les volumes sont plus Alors, intéressants. Ouais. vous avez des acteurs informels qui travaillent dans ce secteur-là. Mais la plupart, c'est pas, ils broient pas en fait, c'est-à-dire qu'ils achètent brut et ils amènent ça brut à l'étranger. Ok. Et en fait, le problème que vous avez quand vous faites ça, c'est que le prix auquel vous pouvez vendre vos déchets plastiques est vraiment inférieur à ce que vous pourriez avoir si vous le nettoyez, le transformiez, etc. Donc, au niveau informel, ça existe, mais du coup, ça veut dire que ces gens-là qui achètent en gros et qui revendent par exemple au Nigeria, en général, ils achètent ça à des prix extrêmement bas à tous les collecteurs. Okay. Nous, en fait, comme on transforme, on peut le vendre plus cher, donc on est aussi capable de proposer un prix plus intéressant à ceux qui collectent, en fait. Oui, oui. Donc à Cotonou, je sais qu'il y en a d'autres et certainement que même le marché est beaucoup plus vaste à Cotonou puisque forcément il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de déchets. Mais nous, pour l'instant, voilà, on est vraiment sur Porto Novo. Là, avec la nouvelle société gouvernementale, on va s'étendre à Semepoji, qui est la ville qui fait le lien entre Cotonou et Porto Novo. Puis après, on verra comment ça se développe. Mais nous, notre objectif, c'est déjà d'assurer ce qu'on a construit avant de commencer à nous étendre un peu partout. Ok, super, merci. Alors, j'ai une question et du coup, on va y répondre avec la suite, qui est sur les autres déchets que le plastique, qui est donc la deuxième, la deuxième cœur d'action de Gobeta. Donc, les biodéchets, c'est ça? Oui, donc pour l'instant, en plus du plastique, on fabrique également des briquettes de biomasse qui sont vraiment un combustible alternatif qu'on réalise à la fois avec des résidus agricoles et des déchets issus des déchets ménagers comme du papier, des feuilles mortes, etc. Okay. Donc là, c'est en cours de développement. On a déjà plusieurs recettes qui fonctionnent bien. Okay. Et on travaille également à la fabrication, au prototypage d'un foyer amélioré qui lui aussi fonctionne pas mal. Et l'idée, c'est que ça, on va le développer avec les nouvelles subventions qu'on a reçues et notamment passer d'une production artisanale à une production à grande échelle, puisque là, pour l'instant, on ne produit que 400 à 500 briquettes par jour. Oui. L'idée, c'est de passer à moyen terme à 4000 par jour et puis dans 5 ans, aux alentours de 13 000 par jour. Donc, on va grandir progressivement. Quoi. Et je pense qu'il y a un réel marché là-dessus. C'est quoi, quel est l'avantage du coup, à la fois pour vous de cette briquette-là et du consommateur? Comment pour nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est quelque chose pour les ménages qui coûte moins cher et qui brûle aussi bien, ou en tout cas presque aussi bien que le charbon de bois. Donc nous, on travaille avec 200 ménages précaires qu'on a formés au tri de leurs déchets, qui nous apportent leurs déchets et qui sont nos testeurs en fait par rapport au développement de ce produit. Et qui sont vraiment, ils sont assez enthousiasmés, notamment parce qu'avec le foyer qu'on a conçu, vous mettez votre briquette dedans, vous l'allumez et ça brûle tout seul. Il n'y a pas besoin de beaucoup ventiler, ce genre de choses. Donc c'est ça l'avantage pour eux, quelque chose de pas cher et surtout d'efficace. Et puis surtout, on aimerait créer un réseau de distribution qui les inclut. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils puissent aussi avoir des revenus complémentaires en revendant nos briquettes, par exemple. Ok, super. Avec un réseau de distribution. J'ai une question qui remonte par rapport au point de tout à l'heure sur le nettoyage des plastiques que vous collectez. La question, c'est est-ce que c'est fait manuellement? Et le broyage, comment ça se fait? Alors pour l'instant, oui, surtout qu'on ne nettoie pas tout parce que les industriels, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de tout ce qui est de matière grasse, c'est-à-dire de l'huile ou de l'essence. Mais si c'est de la poussière, c'est pas un problème. Donc en fait, la seule chose qu'on nettoie, ce sont les bidons, pour l'instant manuellement. Ça n'exclut pas que peut-être un jour, quand on aura grandi, on le fera de manière un peu plus automatisée. Et le broyage, eh bien, on a fait venir un broyeur de Chine qu'on allait acheter au Ghana, qu'on a ramené jusqu'ici. Et en fait, vous avez un rendement entre 100 et 700 kilos par heure.
en fonction de la matière que vous mettez dedans, parce que ça varie énormément en fonction du type de plastique. Plus le plastique est dur, mieux ça broie. Et en fait, vous avez 2 opérateurs qui sont équipés de masques et de tenues de protection. Il y en a un qui met dans la machine et l'autre qui récupère le broyat dans les sacs. Voilà. Ok, super. Merci. On a une autre question. Merci. Avez-vous évalué le degré de pollution de ces briquettes en comparaison aux moyens existants? Alors là, on revient sur les briquettes. Alors, pour l'instant, pour notre composition à nous, non. Puisque pour l'instant, il faut d'abord qu'on arrête la composition définitive. Mais les briquettes de biomasse, ce n'est pas quelque chose que nous, on a inventé. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres projets un peu partout dans le monde. Et si vous regardez, la Legacy Foundation a publié pas mal d'études sur le sujet, et notamment sur le fait que c'est moins polluant que de brûler du charbon de bois, par exemple. Puisque ici, l'alternative, c'est charbon de bois. 80% des ménages utilisent du charbon de bois. Ok, super. J'ai une question de Vital, du coup, qui disait que sur la partie revalorisation, c'était une bonne chose, mais est-ce qu'il y a une action de sensibilisation des ménages pour déjà réduire leur consommation de déchets plastiques, en fait, voilà. Ça, c'est notre programme dans les écoles. C'est-à-dire qu'on est en train de monter un projet où on espère, si la situation sanitaire s'améliore, on pourra, à partir de la rentrée prochaine, travailler sur les 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser, recycler, en proposant aux écoliers justement des alternatives pour réduire leur consommation et en leur disant que voilà, la part résiduelle qu'ils ne vont pas réduire. Par exemple, exemple tout bête, ici les écoliers mangent beaucoup de yaourts et souvent c'est des yaourts qui sont dans des sachets. Des trucs en plastique, des contenants en plastique. L'idée, c'est qu'au moins, au lieu de jeter ça dans la nature comme ils le font actuellement, ils puissent le rapporter à l'école. Ok, super. Super, merci. Du coup, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions. Ah, il y en a une autre. Comment procédez-vous pour carboniser vos déchets? Alors, je pense que c'est ceux qui parlent de la partie incinération des déchets, c'est ça? On ne carbonise pas nos déchets. Nos briquettes, en fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent dedans. La plupart des éléments sont non carbonisés et on achète une part de coque carbonisée. Parce qu'il faut savoir que Porto Novo, on est à côté de la vallée de l'Ouémé, qui est donc une grande zone agricole du pays. Et là, on peut récupérer auprès des producteurs, par exemple, de produits de palme, des coques carbonisées déjà en amont. Donc, nous-mêmes, on ne carbonise rien. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Donc, merci. Super. Alors, moi, je continue. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à les mettre, on y répondra après. Toujours dans cette optique de retour d'expérience. Dans cette démarche-là, Naomi, est-ce que tu pourrais nous citer 3 éléments dont tu es relativement fière, hein, des réussites que tu aurais envie de partager avec nous dans ce processus? Déjà, sur le projet Briquette, le fait d'avoir pu inventer ce nouveau foyer et de voir que quand on cuisine avec, on a des résultats comparables au charbon de bois, c'est une belle réussite, surtout quand les briquettes qu'on utilise dedans sont vraiment faites à partir de déchets, de résidus. C'est vraiment intéressant. La dynamique qu'on a pu engager aussi avec ces structures de pré-collecte qui avant beaucoup jetaient les déchets directement dans les dépotoirs sans les avoir triés, ou en tout cas pas les avoir triés de manière systématique. C'est assez intéressant. Et puis le programme qu'on veut mener dans les écoles, qui à notre sens est assez innovant. Enfin, sur la phase pilote, on a eu en 1 mois et demi 1,5 tonnes qui ont été collectées dans 10 écoles. Wow. On pense que c'est prometteur et on espère que post-corona, on va pouvoir reprendre et que les enfants vont vraiment changer leurs habitudes. Parce que quand vous avez 1,5 tonnes de déchets plastiques qui sont collectés en un mois et demi dans 10 établissements, ça veut dire que les enfants ont compris que, ok, donc maintenant je ne dois plus jeter ça dehors, je dois rapporter ça à l'école. Et c'est super. Donc voilà.
Top, top, top. Excellent. Il y a une question, quelqu'un qui demandait combien il y a de personnes dans l'association? Alors, dans le conseil d'administration, nous sommes 6. Oui. Les 5 sont en France. Moi, je suis ici pour développer l'association. On a beaucoup de bénévoles très actifs en France, au Bénin. On peut dire qu'il y en a environ une dizaine qui sont assez actifs. OK. Et puis, en termes de personnel qui travaille et qui est rémunéré, donc ça, c'est personnel 100% béninois. Là, on a 12 personnes. OK. Et 12 salariés. OK. Donc, question de Stéphane qui demande si quelqu'un veut se lancer sur un projet similaire, quels seraient les conseils que tu lui donnerais? Déjà, faire une bonne analyse de son milieu local. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dire j'ai envie de faire ça, mais si ça ne correspond pas à la réalité locale et s'il n'y a pas un potentiel derrière pour que ça puisse intéresser les gens, faut peut-être mieux pas dépenser trop d'argent. Ça n'empêche pas qu'on peut peut-être faire des tests à petite échelle. Voilà, vous produisez 1 ou 2 briquettes et vous faites tester autour de vous si ça a un retour. Je pense qu'il faut aussi avoir une vision sur voilà, comment trouver des financements. Ouais. Que, voilà, sans financement, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc, une expertise en levée de fonds, ce genre de choses. Et troisième conseil, oui, la planification, c'est-à-dire toujours penser à l'étape d'après. Ne pas juste penser à maintenant je fais ça, ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire ensuite, vers quoi ça mène, etc. Ok. Ok, super. Alors, autre question, hormis les briquettes, envisagez-vous de produire autre chose? Il y a les briquettes, le foyer amélioré qui va avec. Et peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de les distribuer en couplant les deux. Enfin, je sais pas. On n'a pas, pensé totalement, mais c'est ce vers quoi on tend. Le broyat plastique. Peut-être qu'un jour, on produira quelque chose directement, mais pour l'instant, c'est du broyat. Et donc, voilà, on produit ces 3 choses. D'accord. Du coup, le foyer, il est déjà testé aussi? Oui, là, on en est à la V3. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle version, on améliore certaines choses. Oui. Et du coup, après, on va vraiment essayer de le faire produire par un artisan. On veut vraiment tabler sur le local, donc des artisans locaux, voir s'ils arrivent à le reproduire et à moindre coût, surtout, que ça soit accessible pour les ménages les plus précaires. Ok. Et c'est quoi le contenu de ce foyer? Je l'ai vu un petit peu sur les réseaux. C'est un foyer, pour l'instant, on l'a fait en terre rouge. Donc, l'idée, après, c'est de le faire en argile. Pourquoi la terre rouge? Parce que comme justement, on est dans une logique de prototypage low-tech, on est allé ramasser de la terre dans la rue et on a fait un foyer comme ça. Et en fait, on estime qu'avec du vrai argile, on peut encore gagner 5 degrés de plus sur le pouvoir. On pense à 2 options, soit faire une version tout en argile pour que vraiment ça soit très abordable, soit faire une version argile plus renforcée en métal, qui serait du coup un peu plus cher, mais plus durable peut-être pour des ménages qui ont davantage de moyens. Ok, d'accord, super. Du coup, la terre ne s'effrite pas? Ou elle est cuite dans un four de telle sorte que… En fait, on le fait sécher, le foyer, sur le feu qu'on a allumé avec nos briquettes. Ok, waouh. Voilà. La boucle est bouclée, oui, on voudrait tester de le faire cuire au four parce qu'on pense qu'effectivement, ça tiendrait mieux dans la durée. Ok, super. Alors, on demande si le foyer a été breveté. Non, puisqu'on est encore en phase de prototypage. Et puis, de toute façon, nous, on est dans une idée de diffuser nos innovations si elles fonctionnent. Donc, je ne suis pas sûre qu'on le brevettera. Ok, super. Merci. Alors, autre point, moi, je voulais savoir les 3 éléments dont tu es relativement fière que tu nous as cités tout à l'heure, notamment la fabrication des briquettes, la dynamique mise en place avec les organismes qui collectent, et puis cette action dans les écoles où effectivement, intéressant de voir que sur 10 écoles, vous avez déjà, en combien de temps vous avez récolté les 1 tonne? 1,5 tonnes en un mois et demi, en fait. En 1 mois et demi, super, excellent. Du coup, alors il y a une autre question, mais je vais mettre la mienne en fond. Si tu pouvais après nous présenter un des défis que tu as rencontrés justement sur ce parcours-là et comment tu t'en es emparé, où est-ce que tu en es par rapport à ça?
Si tu peux commencer, du coup, je mettrai la question de Stéphane après. Ok. Donc, je pense que notre plus grand défi, c'est vraiment les ressources humaines. Pourquoi? Parce que on a fait un pari aussi de travailler avec des personnes très précaires qu'on essaye d'inclure. Et donc, forcément, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu un emploi formel, qui parfois parlent relativement mal le français et qui, du coup, doivent être accompagnées sur le savoir-être professionnel. Donc, arriver à l'heure, faire ce pourquoi tu es payé, l'honnêteté intellectuelle. Et ça prend du temps. On a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé nos activités en septembre, entre septembre et novembre dernier, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. C'est-à-dire que si moi, 2 jours d'affilée, je ne vais pas au site, sur notre site de production, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir quelque chose qui s'est mal passé. Enfin voilà, il faut vraiment beaucoup les contrôler, ça peut être fatigant. Après, en termes techniques, on a eu beaucoup de mal à trouver de l'expertise technique, notamment l'ingénierie par rapport au foyer et l'ingénierie énergétique de qualité. Pourquoi? Et c'est peut-être un biais aussi de ma part, parce que je partais sur des standards européens avec par exemple, mes amis ingénieurs, etc., en me disant, voilà, c'est réaliste d'attendre tel niveau de qualité de leur part. Et en fait, on se rend compte que sur place, bah, c'est pas évident. C'est-à-dire, on n'arrive pas forcément à avoir un travail de la qualité qu'on voudrait. Peut-être un manque de rigueur aussi par rapport à la manière dont on veut que les données soient recueillies, le processus soit noté, etc. Donc c'est compliqué. Après, heureusement, on a souvent des bénévoles qui nous contactent, parfois pour des missions longues. Et on a accueilli 2 ingénieurs français pendant 5 mois. Donc vraiment travaillé avec notre ingénieur localement pour le faire monter en compétence sur le processus de R&D en fait. Parce que c'est exactement ça, savoir faire un plan de test, être rigoureux dans le report des résultats, etc. etc. Okay. Très intéressant ce que tu dis là. Juste avant de prendre les questions, je les ai toutes vues les questions, je vais les poser. Je vais juste rester un petit peu là-dessus parce que c'est un peu là que se croise la mission de YouLearn et concrètement un besoin sur le terrain. Donc si j'ai bien compris, l'une des premières problématiques, c'était au niveau compétences des personnes, à la fois sur du savoir-être finalement, parce qu'on était sur du comportemental aussi à un moment donné, que sur du savoir-faire, que sur de la compétence technique. Et du coup, un vrai plus qui a permis d'améliorer la situation a été que des ingénieurs viennent finalement partager leur expérience, partager leur expertise, si on peut le dire, avec ceux qui étaient sur place. Tout à fait. Et ça peut même être, même sans parler d'expérience technique, ça peut être juste de l'expérience organisationnelle. Parce que pour l'instant, par exemple, il y a un membre de l'association qui est venu 1 mois et demi à Noël dernier. Lui, il n'avait pas forcément une expertise technique sur, par exemple, le tri du plastique. Mais juste en observant, il leur a dit, pourquoi on ne tente pas telle organisation? Voilà, on va faire des bacs, on va mettre le plastique comme ça. Des choses où, en fait, moi, je ne suis qu'une seule personne. Je n'ai pas le temps de tout faire. Et avoir des gens qui, parfois, ne connaissent pas le projet, justement, mais qui, du coup, apportent un regard nouveau et juste des idées parfois très simples, toutes bêtes, mais qu'on va mettre en place, ça permet d'avancer. Parfois, ça débloque des situations assez problématiques, donc ça peut être bien. Oui, super. Un regard extérieur qui permet de faire voir des choses qu'on n'aurait pas vues parce qu'on a tout le temps le nez dedans et qu'on n'a plus autant le même recul. Donc, ok, super. Donc, vraiment, moi, j'y tiens parce que ce n'est pas le seul témoignage dans ce sens-là. Sur des projets, que ce soit à investir, que ce soit sur le continent africain ou même dans d'autres pays. J'échange avec des gens qui sont en Amérique latine où finalement, le besoin, il est le même. Quand on a un schéma de fonctionnement à l'occidental, entre guillemets, où on a l'habitude de voir un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont bonnes dans le schéma occidental. Il y en a d'autres qui peuvent aussi être vues différemment. Je ne dis pas le contraire, mais quand on arrive sur des projets où on veut s'investir dans d'autres contextes culturels, on se retrouve souvent à cette question-là. La question de ça veut dire quoi venir au travail, ça veut dire quoi la ponctualité, ça veut dire quoi je suis en poste et je prends une pause. Il y a un tas de choses comme ça qui sont de l'ordre du comportemental et puis il y a d'autres choses qui sont de l'ordre effectivement de l'efficacité et de la qualité technique en fait, entre la théorie qu'un ingénieur a pu avoir et
façon opérationnelle d'aborder cette théorie, il y a vraiment souvent des lacs et des besoins de monter en compétences. Et c'est vraiment, ça illustre bien, hein, c'est vraiment là-dessus que YouLearn veut se positionner. C'est aider tout un chacun à construire son équipe de collaborateurs où qu'il veut sur le continent africain et puis ailleurs dans le monde. Ok, super. Du coup, quelqu'un qui demande pourquoi avoir choisi le Bénin pour débuter le projet. Comme j'ai dit, moi, c'est une partie de mon patrimoine, de mon histoire familiale. Et juste, j'avais envie de connaître plus le Bénin et de construire quelque chose ici. Et puis moi, quand je ne suis pas en train de travailler, j'en apprends sur la culture, sur la langue. Et du coup, je me rapproche de mes origines et c'est super. Ouais, super. Merci. Alors, une autre question. Alors, n'êtes-vous pas confronté aux entreprises en charge de la gestion des déchets au Bénin? Je crois qu'il y avait la question sur le financement avant, oui, auquel j'ai pas oui, répondu. pardon. Oui, les financements qui se font rares, oui. effectivement. Alors, j'ai été assez stratégique par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai déclaré mon association en France. Et ensuite, j'ai fait une procédure pour la faire reconnaître au Bénin auprès du ministère des Affaires étrangères. Du coup, j'ai accès à tous les financements français et européens que je peux utiliser pour mon association. Et étant donné que je suis également déclarée au Bénin, j'ai accès parfois, s'il y en a, à des appels à projets qu'il peut y avoir ici au Bénin. Voilà. Et en fait, quand je faisais tout à l'heure le point sur une expertise sur la levée de fonds, en fait, avant de monter ce projet, pendant 1 an, j'ai été chargée de développement dans une ONG franco-sénégalaise où je me chargeais de la rédaction de tous les dossiers de subvention. Donc, j'ai acquis pas mal d'expertise sur rédiger un bon dossier de subvention. Et c'est ça qui m'a aidé à lever tous les fonds que j'ai pu lever pour démarrer le projet. Super. Voilà. OK. Du coup, ça répond à toute la question. N'êtes-vous pas confronté aux entreprises en charge de la gestion des déchets au Bénin? Oui, alors, comme j'expliquais, nous, on est en partenariat avec la nouvelle société qui a été créée par le gouvernement pour gérer les déchets. Et l'objectif de cette société, c'est quoi? C'est sur le plan valorisation, en tout cas, tri, c'est de limiter la part des déchets qui arrivent dans les décharges finales parce que ça coûte extrêmement cher à transporter, ça coûte cher à enfouir et puis il y a aussi l'impact environnemental d'enfouir des déchets qui pourraient être valorisables. Du coup, ils étaient vraiment contents qu'on arrive avec notre projet. Il y a beaucoup de bruit de fond là. C'est bon? Je crois que c'est derrière toi, Armand, il y a beaucoup de alors, bruit. ouais, est-ce que ça pollue? Alors, ce que je vais faire, tant que je ne parle pas. Voilà. Donc, en fait, ces structures de précollecte, en effet, elles vont être payées à la quantité de déchets qu'elles rapportent dans les dépotoirs. Maintenant, la société est en train d'instaurer une obligation, en tout cas, entre guillemets, de séparer l'organique du plastique et du coup, que nous, on puisse récupérer les déchets plastiques qui nous intéressent. Et autre aspect non négligeable, a priori, le prix qu'on propose à l'achat pour ces structures de précollecte est supérieur au prix du tonnage pour les autres déchets que pratique la société. Donc, en fait, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? Parce que les structures de précollecte, elles doivent rapporter le plus de déchets possible dans les dépotoirs, donc en faisant le maximum d'allers-retours possible dans une journée. Et nous, on rachète juste une part à un prix qui est attractif pour elles. Super. Du coup, ça répond à la question. Ok. Ça prend la question en entier. Ok, super. Merci. Du coup, on arrive tout doucement je regardais l'heure, hein, sur la fin de l'échange. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Moi, j'avais juste un dernier point. Aujourd'hui, dans l'état actuel, quel est ton plus grand besoin, que ce soit sur la partie que tu avais évoquée, que ce soit de la montée en compétences, que ce soit… voilà. Quel serait un de tes plus grands besoins là au niveau de la structure? Oui, moi, je pense que concrètement, c'est des compétences, c'est-à-dire que des personnes acceptent de venir, des missions longues de bénévolat, comme les 2 Français qu'on a eu pendant 5 mois, pour vraiment accompagner les équipes ici.
sur le développement de l'association, puisque là, ce qu'on veut, c'est faire les choses en plus grand. Et du coup, ça suppose qu'on a besoin de gens pour accompagner notre ingénieur dans la planification de, voilà, d'une unité, par exemple pour les briquettes, une unité à plus grande échelle. Donc, penser les différentes étapes de la ligne de production, penser l'aménagement du site, comment ça va se faire. Ça, je ne pense pas à l'heure actuelle qu'il soit capable de le faire tout seul. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros besoin, les ressources humaines, toutes les compétences techniques qu'on pourrait avoir, etc. Ok. Super. Donc, besoin de compétences, besoin d'accompagnement, d'équipes sur place, notamment ingénieurs. Et il y a une personne qui demande si tu en vis. Alors, a priori, je devrais commencer à en vivre en novembre, selon mon business plan, en novembre prochain. Mais non, mais moi, c'était un projet que j'ai préparé pendant des années. Et en fait, je suis arrivée au Bénin avec un compte en banque bien garni pour pouvoir tenir 2 ou 3 ans sans me payer un salaire, en fait. Mais a priori, là, novembre, je devrais commencer à pouvoir me payer quelque chose. Ok, super. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Naomi. Merci pour le temps. Je ne l'avais pas dit, mais je crois que dans la newsletter, il y a un E dans ton nom de famille qui est parti. Donc, toutes mes excuses, mais des gants. Je crois que le E, on l'a, je sais pas. Bref, il n'est pas sorti. Donc, toutes mes excuses. Et tu reçois, voilà, bravo des personnes qui nous ont suivis. Merci à vous d'avoir été là et de nous avoir suivis. Merci à vous pour l'écoute. Et n'hésitez pas à me contacter pour poursuivre les échanges. Peut-être que je vais écrire mon email ici. Oui. Comme ça, vous avez son email. On a également une page Facebook qui est bien remplie, bien alimentée pratiquement tous les jours. Donc, n'hésitez pas. Et vous êtes aussi sur LinkedIn, donc… ouais, on est partout. En termes de réseaux sociaux, on est hyper actifs. Super. Voilà. Eh bien, merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. On reste, enfin voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. N'hésitez pas à vous connecter aussi à la page de YouLearn pour être au courant de nos actualités. Donc, on reviendra sur d'autres thématiques encore au courant de l'été. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la page. Je vais vous la mettre. C'est www.youlearn.co. Et ce qui vous permettra non seulement de suivre nos actualités, mais aussi d'être notifié quand la nouvelle version de notre application sera disponible, et puis de pouvoir partager, de pouvoir assister au lancement de cette nouvelle version de l'application pour pouvoir vous y intégrer si le projet vous parle. Merci à vous tous. Bel après-midi. Merci Naomi. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je ferme donc notre session.